Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation, Alexis Rosenzweig. Alena Slonečková, Emmanuel de Vericourt, merci d'être ici pour l'enregistrement d'un nouvel épisode de notre podcast Dialogue Paris-Prague. Bienvenue au Centre tchèque et merci de nous avoir rejoints dans cet endroit que vous connaissez déjà. Oui, je connais déjà et puis merci pour l'invitation, pour les questions que vous allez poser et auxquelles peut-être je ne vais pas répondre. Emmanuel de Vericourt, vous connaissez ici cet endroit où il y a des concerts de jazz parfois ? Oui, je connais ça. Avant les concerts de jazz, il n'y en avait pas beaucoup, même à l'époque, parce que nous, vous allez interroger des vieux de la vieille. Ce sont ceux qui ont travaillé avec les Tchèques et grâce aux Tchèques à une période que vous n'avez pas connue parce que vous n'étiez pas né et qui était la période, à mon avis, la plus importante pour faire des liens avec la République tchèque, parce qu'à ce moment-là, c'était pas possible de les avoir, c'est-à-dire avant 89. Où c'était même pas encore la République tchèque. Alors, quand est-ce que vous êtes arrivé, vous, ici ? À Paris, vous voulez dire en France en 1967. Ouais, comme toutes les filles qui vont suivre un beau garçon français. Bon. Ça a été facile de partir ? Ça a été facile à l'époque parce que j'ai eu tout de suite la double nationalité à 67. C'était plus difficile après 68. Vous êtes arrivé, vous avez directement demandé la nationalité ? Par mariage, oui. Ah, vous êtes marié assez rapidement. Vous avez vécu d'ici l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 68 ? Non, je suis rentrée à Prague en 68 quand Dubček a parlé. Le 1er janvier, je suis rentrée à Prague. Et puis après, j'ai vécu ça, oui, là-bas. Et puis après, je suis retournée de nouveau ici parce que j'étais à l'université à Poitiers et j'avais envie de terminer des études. C'était comment, les journées d'août 68 pour vous, concrètement ? C'était douloureux. C'était douloureux. On ne croyait pas. On n'y croyait pas. Mon grand-père, quand il a attendu le tank, il dit « c'est les Allemands, c'est les Allemands ». Eh bien non, c'était les frères. Vous étiez à Prague le 21 août ? À Mladá Boleslav. Parce qu'il se dirigeait, enfin pas seulement les Russes, tous les pays du pacte de Varsovie, qui se dirigeaient vers Prague. Il s'arrêtait à Mladá Boleslav parce qu'il y avait l'usine de Škoda qui était très importante et les casernes étaient immédiatement occupées par pacte de Varsovie. Quand vous êtes reparti en France, vous vous êtes dit c'est la dernière fois que je vois mon pays ? Non. Si j'avais pas le choix, je resterais là-bas. Non. À quel moment est-ce que vous avez commencé à travailler d'ici avec des artistes de Tchécoslovaquie ? En 1973, quand j'ai rencontré Emmanuel au théâtre de l'Est parisien et que Emmanuel de Vericourt donc était très curieux pour savoir ce qui se passe en République tchèque, on a commencé à parler. Moi, j'étais une espèce de passeur qui connaissait des artistes de là-bas. Lui, il avait une structure où il pouvait les accueillir. C'était ça, Emmanuel. Oui, c'était en gros ça, oui. Mais c'était avant, moi je suis allé en 68 aussi à Prague, mais bon, je ne te connaissais pas à ce moment-là. Et pourquoi vous y étiez ? À cause des événements, je sortais de Sciences Po, ou je sais plus quel, oui, je crois que c'était Sciences Po, et avec des copains, on s'était dit on va là-bas. Voilà. Si j'avais le courage de faire la même chose aujourd'hui en Ukraine. Vos contacts avec la scène artistique tchécoslovaque à l'époque venaient d'où ? Parce que je les admirais, je trouvais qu'ils étaient tous formidables, en commençant par Tibor Turba et son Turba Tacet. Après, c'était... Surtout, tu étais quand même, tu as fait des études. Tu faisais des études. Je ne vais pas en parler. Non, mais si, c'est là ton lien avec les artistes. C'est les études que tu as faites là-bas. Non, pardon. Non, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler pourquoi on les a fait venir ici. Pas qui je suis, mais pourquoi on a fait des choses qu'on trouvait nécessaires à faire à ce moment-là. Mais c'est vrai que ce lien d'origine était lié à vos études artistiques. Oui. Vous connaissez déjà les gens avant je connaissais les gens. Oui, je connaissais les gens et j'aimais beaucoup ce qu'ils font et je me suis dit, ils sont là-bas et ici on n'en parle même pas. Donc pour moi, ça m'a paru nécessaire de les faire venir en France. Vous avez été aidé
Mais j'étais aidée, non, on n'était pas aidés. Moi, j'étais aidée par Emmanuel de Vericourt, qui était directeur délégué d'un théâtre où je suis venue comme l'assistante à la mise en scène. Donc c'était là, mais ça, je préfère que c'est lui qui dit comment on n'était pas aidés. Et vous avez été aidé? Vous avez eu des subventions pour faire venir ces artistes? Vous avez... Non, mais moi je dirigeais un théâtre national. Enfin, j'étais le directeur délégué d'un théâtre national et j'avais pas besoin de subventions pour ça, puisque j'avais des programmations. C'était simplement un choix de directeur de se dire, ben voilà, j'aurais pu faire venir des artistes hollandais, allemands, grecs, yougoslaves. J'en ai fait venir d'ailleurs. Mais je me suis intéressé à des Tchèques et surtout, c'est des Tchèques qui sont intéressés à moi. Je pourrais dire, moi, je suis extrêmement reconnaissant aux Tchèques de s'être intéressés à la France, à moi, au théâtre que je dirigeais, pour finir par m'aider à les faire venir, parce que c'est eux qui ont tout fait. Moi, je prenais aucun risque. J'étais directeur, j'avais mon salaire qui courait. Eux, c'était autrement plus difficile d'obtenir les autorisations de Prague au Concert. On leur donnait 10 centimes et c'était les 3/4 pris par Prague au Concert. Enfin, tout était comme ça, voilà. Prague au Concert, il faut le rappeler, l'organisation d'État par laquelle tout passait. L'agence artistique de l'État, oui. C'est vous qui vous occupiez des formalités? Non. C'est le théâtre. Alena, elle était un lien artistique avec les artistes qu'elle connaissait. Elle me suggérait de les rencontrer, j'allais les rencontrer. Il y en a d'autres que je rencontrais tout seul, mais enfin, et ça se passait comme ça. Puis après, c'était la structure théâtrale. Un théâtre national a les moyens ou doit avoir les moyens de ça. Et peut-être qu'à cette époque, on faisait pas assez attention. On se disait, ah bah oui, mais ces artistes, ils viennent presque en militant. Ils étaient tellement heureux de venir qu'ils acceptaient peut-être trop facilement des conditions qui n'étaient pas si bonnes que ça. On se disait, bon ben voilà, ils viendront, je vais les héberger chez moi, et puis voilà, ce que j'aurais jamais fait avec un Hollandais, un Grec, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Alena Slunečková, quelle visite à l'époque vous a le plus marqué? Tibor Turba. Ça, je suis vraiment, comment on dit, catégorique. Pour moi, c'est un des plus grands, qui a des plus grands mérites. Et encore aujourd'hui, quand je rencontre des gens, ils me disent, Tchèque, tu connais Turba? Parce que Turba, après, dirigeait aussi l'école de cirque à Chalon-sur-Marne. Et il y a encore ses élèves, bon, maintenant ses élèves aussi ont une 50aine d'années, mais tout le monde se souvient de Tibor Turba. Ça, pour moi, c'était lui le primordial. Il a inspiré beaucoup de générations derrière. Beaucoup, jusqu'à maintenant, alors qu'il a 80 ans. Racontez-nous ce dont vous vous souvenez de cette visite. Racontez-nous comment ça s'est passé. La visite, quelle visite? De Tibor Turba. Tibor Turba, quand il est arrivé d'abord en Avignon avec Cirque Alfred, puis après il a fait venir toi, Emmanuel, avec PAR, il a fait des mises en scène au théâtre de l'Est parisien, au théâtre national de l'Est parisien. C'était plus encore que la personnalité marquante qu'il est vraiment aussi. Elle a raison, Alena, mais c'est surtout lui qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé après dans les liens culturels. Alors d'abord, avant 89, sans lui, il y aurait pas eu un seul échange, parce que ça faisait boule de neige avec Stibor. Il y avait Stivin, il y avait ensuite Bolek Polivka, donc et il y avait plein de gens autour. Puis donc c'est grâce à lui que tout ça, et c'est lui qui a initié tout ça. En plus, il parlait un peu le français, il avait ses envies de ça. C'était quelqu'un de formidable en effet. Et tout ce qu'on a fait découle de ça, y compris jusqu'au dernier. Les Forman, on peut dire que j'ai vraiment conduit, accueilli, suivi, etc. dans les dernières années, là, ne seraient pas venus, je ne serais pas accueilli s'il n'y avait pas eu au départ le travail formidable de Forman, de Tibor Turba, pardon. Les frères Forman, les jumeaux fils de Miloš Forman. C'était quoi la réception du public, Alena Slunečková? Vous vous souvenez quand ils voyaient des spectacles, notamment ceux de Tibor Turba, vous vous souvenez des réactions dans le public français? Bien sûr, c'était magnifique. Moi, je me souviens toujours Cirque Alfred en Avignon. Les gens ne voulaient pas partir, les gens étaient autour, c'était sur le chapiteau. C'était magnifique, c'était quelque chose de nouveau ici, ce genre de choses, parce que c'était aussi politique.
comme il y avait aussi le Savary avec son cirque des animaux tristes, mais ce n'était pas politique. Stibor, c'était déjà politique avec les machines à écrire on ne devait pas savoir à qui appartient la machine parce que c'était dangereux. Trouver quelqu'un qui écrit des choses à la machine à écrire, alors que c'était des choses qui n'étaient pas convenues à ce moment-là. 75, c'était 75, 76, quelque chose comme ça. Ouais. C'était risqué, vous parliez, Emmanuelle de Véricourt, des risques encourus par ces artistes. Est-ce que vous sentiez surveillé? Y avait-il des gens qui surveillaient les agissements, vos agissements à cette époque-là? Les miens, non, je ne sais pas. Mais je sais, par exemple, quand c'est le théâtre Drak de Hradec Králové, là, il y avait quelqu'un qui avait des yeux un peu partout. Oui. Et il y avait même des gens qui avaient peur de me contacter alors qu'on s'est connus parce qu'ils disaient, tiens, elle est immigrée, alors que je ne l'étais pas. Après, bien sûr, ça a tourné. Mais aussi, ce que je voulais dire, que tous ces gens-là étaient courageux parce qu'en rentrant après en République tchèque, on les a surveillés, ils étaient interrogés parce qu'ils étaient aussi en contact avec l'Ouest. Et ça, on n'aimait pas beaucoup ça à l'époque en République tchèque. Donc tous ces gens-là connaissaient rue Bartolomějská, où il y avait le siège de la police. Ouais. Vous aviez vous-même des liens avec la dissidence tchécoslovaque? Ah ben oui. Eh bien oui, justement parce que j'avais la double nationalité, j'avais la possibilité de voyager. Et donc j'étais contactée par Pavel Tigrid, j'étais contactée par Skalník, oui, à la section de jazz. À l'époque, ça s'appelait la section de jazz ou Pantigrid ici. Donc j'aurais pu amener des papiers, des choses. En moto, on a amené tous les samizdat de la République tchèque à l'époque, à moto, parce qu'on allait en BM de Paris là-bas et on venait, et qu'à la douane, on passait plus facilement parce que c'était assez rare les gens qui étaient à moto. Même l'hiver, sous la neige. Donc ils se disaient, bon, ça va. Mais sur les contrôles, il y avait des doubles contrôles, c'est-à-dire qu'il y avait en effet des contrôles des Tchèques sur les Tchèques et sur les gens qui les accueillaient, donc nous, mais il y avait aussi des contrôles français sur nous, sur Alena, sur moi. Je raconte ça parce que c'est drôle, j'avais un cousin, ou je sais plus comment, que je voyais pas beaucoup, mais qui était officier de marine et qui commandait un sous-marin nucléaire. Il a eu des ennuis à cause de mon nom et de celui d'Alena. Voilà. Alors que moi je ne les connaissais pas, ils ne me connaissaient pas non plus. Mais pardon, juste, je dis ça pas pour qu'on plaigne, parce que encore une fois, tout, c'est les artistes, c'est de Stibor, Bolek, Stevin, Le Drac, František et Viera, c'est Vitek et Viera, enfin, tous ces gens-là ont fait des choses magnifiques, qui, à leurs risques et périls, sans moyens particuliers, et on fait bénéficier, plus que nous ne leur avons fait bénéficier de quoi que ce soit, on fait bénéficier la France d'un rayonnement artistique particulier qu'on ne connaissait pas beaucoup. Vous les cachiez où, Emmanuelle de Véricourt, ces samizdat dans le transport? Dans les sacoches. Dans les sacoches, et moi, l'hiver, on disait il fait froid. Quand il fait froid, on met des journaux. Mais sans les journaux, sous les journaux, il y avait ça, oui. Vous vous souvenez de ce que c'était comme écrit, comme livre? Ben, c'était pas des livres, c'était souvent des journaux, des publications comme ça, oui. Des courriers aussi, des gens qui nous demandaient de faire ça ou ça ou ça, et c'était bon. C'est des samizdat qui sont pas forcément les écritures. On n'a pas passé les textes de Kundera, qui n'aurait pas voulu d'ailleurs qu'on les passe, ni ceux de Rabal, ni ceux de Čapek ou autre, parce que ça existait sans nous, ça. Enfin voilà, on faisait partie, ça faisait ce petit. Non, Kundera qui l'a fait venir, Kundera avec propriétaire des clés. Je l'ai pas fait venir. Il était arrivé en France et je l'ai fait. Non. Ah bon, non, c'est toi qui l'as fait venir avec propriétaire des clés, oui, Emmanuel. Il était publié en français par c'était pas encore Pan-Querel, c'était le premier traducteur, oui, qui a refait après par François Querel.
Mais c'était les Risibles Amours et Propriétaires des clés, c'était le premier avec ça qu'il avait dit. François Querelle, la traduction, c'était déjà François Querelle pour les Propriétaires des clés qu'on a joué au théâtre. C'était le premier spectacle de Kundera en France. Et puis il y en a eu d'autres, les Risibles Amours, on a continué à les monter. Puis après, il y a eu Jacques et son maître qu'il avait adapté. Mais au fond, de toute façon, c'est quand même pas son œuvre, c'est pas une œuvre théâtrale. C'est un grand romancier sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire en dehors du romancier, mais bon. Et à propos de Kundera, il y a autre chose qui vous lie. Je ne sais pas si c'est un hasard. Vous avez travaillé à Rennes et lui est arrivé en France à Rennes. C'est ça. J'ai pris la direction du théâtre à Rennes, mais bien après, il était parti. Il a été récupéré par Gallimard et il a été, je sais plus ce qu'il était, lecteur ou à l'université de Rennes. Mais on a travaillé à Rennes, par contre, avec. Il enseignait la littérature comparée. Voilà. Mais après, il avait une successeur qui s'appelait Nora Obertalova, qui est à la télévision de Burnham, dramaturge, qui était là-bas parce que j'avais ouvert le théâtre national de Bretagne que j'avais fondé en Bretagne, et j'avais ouvert sur une programmation qu'on avait appelée Fragments de la culture tchèque, où il y avait des pièces de théâtre, des films, des photographes, des musiciens, etc. pendant 15 jours. Je ne dis pas que ça avait marché, par exemple, très très bien, parce que ouvrir un théâtre tout nouvellement en province, avec une programmation comme ça, mais c'était un moment formidable, de rencontre formidable. Et tout le travail que Alena était une spécialiste de la photo, en dehors mais aussi par Stibor, parce que Stibor a une femme qui est photographe, mais il y a un grand travail fait par Alena et pas par moi, là, sur la photographie, en Suisse, en France, avec aussi, comment elle s'appelle, votre papesse de Anna Farova. Anna Farova, oui. Vous avez travaillé avec Anna Farova, Alena Slončková. Oui. Et vous avez fait la promotion dans tous ces pays, dans l'Europe de la photographie tchèque également? En France, beaucoup, même ici au centre, et à Lausanne et à Genève, à Vernet, avec une photographe suisse, Anne-Marie Grobet. Voilà, on a fait ça, oui. Alena Slonečková, vous êtes donné comme mission de promouvoir les artistes tchécoslovaques en France? C'était pas ça, mais j'avais envie qu'on les connaisse. Oui, de servir à quelque chose. Oui, la mission, c'est de servir à quelque chose, voilà, c'est tout. Vous avez été récompensé il y a environ 2 ans par le prix Gratia Sagit. Qu'est-ce que ça vous a procuré comme sensation? Moi, bien sûr, j'étais très honorée. D'ailleurs, on l'a reçu avec Emmanuel ensemble. Mais surtout, je me suis dit, maintenant, on peut parler. C'était pas à moi, je pense ni à Emmanuel, mais à ces artistes, justement, qui venaient au moment des rideaux de fer, au moment où c'était difficile, où ils étaient interrogés après. Et c'est à eux que ça appartient. C'est à eux. C'est pas nous. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, en recevant ce titre, Emmanuel de Véricourt? J'ai trouvé qu'il y avait une grande injustice. Que ça soit nous qui recevions ce titre, alors qu'on n'avait rien fait d'autre que ce que notre métier nous permettait de faire, alors que d'autres, des artistes formidables, ça nous avait permis de connaître. C'est eux, enfin, c'est Stibor, par exemple, c'est un personnage compliqué. Je sais pas si vous le connaissez, Stibor Tourba. Il est compliqué, il râle tout le temps, etc. Mais c'est un grand monsieur qui a jamais rien eu, qu'après 89 même, on aurait pu aider non, il a fait son école, etc. Et c'est ces gens-là, mais pas seulement lui, beaucoup d'autres derrière. Mais voilà, j'ai trouvé ça injuste qu'elle soit pas eux. Et simplement, moi, je suis pas très, j'ai refusé toutes les distinctions qu'on m'avait proposées en France depuis les arts et lettres, etc. Et j'ai accepté cela pour Alena essentiellement. Parce que pour elle c'était important, et pour les artistes tchèques, en leur expliquant que je ne l'accepte pas pour moi, mais pour eux, quoi, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des artistes tchèques que vous aimez faire connaître en France, que vous aimeriez faire davantage connaître en France? Je travaille toujours avec le théâtre des frères Forman. Bon, ça, ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Maintenant, ils sont suffisamment connus. Sinon,
Divadlo na provázku, oui, mais ça a changé aussi. C'est plus les mêmes personnes, c'est plus Osselzli, c'est plus Krobot, c'est différent. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, il y a Linda Dušková qui fait énormément de choses. C'est la génération de gens qui ont 30 ans, qui connaissent maintenant mieux que moi ce qui se passe là-bas, parce que quand même j'ai 80 ans, je suis un peu la mamie là. Mais il y a Linda Dušková avec ses amis, mange ta grenouille. Oui, ils sont formidables. Oui. Mais surtout, il me semble que l'honnêteté consiste à dire qu'on ne fait plus grand-chose. Alena, un petit peu, par exemple, elle a fait les traductions de, comment il s'appelle, Peter Zelenka, etc., son film, sa pièce. Bon. Mais au fond, ce qui, aujourd'hui, où on ne fait plus grand-chose avec la République tchèque, sauf l'entretien d'une amitié gigantesque avec des tas de gens, mais alors vraiment des tas de gens, et cette amitié, elle est vraiment très différente de celle qu'on a, elle est plus forte que celle qu'on peut avoir partout ailleurs. Sans doute parce qu'elle a été liée à des périodes difficiles, plus pour les Tchèques que pour nous, mais difficiles, et qu'elle est, on peut pas se fâcher avec tous ces gens-là. On peut pas. Et ils sont toujours des amis. Moi, j'ai plein d'amis français qui sont plus amis. C'est fini, avec qui je travaille plus au théâtre. Eux, tous, ils sont encore on les aime, on les voit. Et ce que vous demandez, ce qu'on peut faire encore, c'est qu'on crée encore un lien. Le lien, autrefois, il y avait non seulement on faisait venir des spectacles, surtout on faisait monter des spectacles. On disait à des gens, venez, vous les montez ici, etc. Et on en faisait venir. Mais souvent aussi, on nous demandait simplement d'être le pont entre la culture occidentale, pas seulement française, et eux. Et dans les Samizdat, par exemple, Joska Skalny qui nous demandait toujours de ramener des trucs de jazz ou des trucs de plastique, etc. pour conserver un lien au moment où c'était difficile. Et ça, je crois que c'est... Alors évidemment, ceux qu'on connaît, ils sont moins... tous les photographes sont morts après, à peu de choses près. Mais il y a aussi leurs disciples. On voit plus beaucoup le père Stivin, mais sa fille énormément. Enfin, des choses comme ça, quoi. Les Forman, c'est les successeurs, au fond, de Bolek, de Stibor, de Viera et František, qui étaient moi, c'était des amours, ces gens-là. František, pour moi, c'était quelqu'un de formidable. On lui avait proposé de rester en France. Il avait refusé en disant, mais qu'est-ce que je ferais, moi, pauvre marionnettiste en France, alors que là-bas, je vis peut-être pas très bien, mais je sais pourquoi je vis. C'était formidable. Voilà. Alena Slonečková, merci beaucoup, děkuji. My děkujeme, já děkuji. Emmanuel de Verico, merci beaucoup. Nenisat. Merci à vous. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022.